Salut, c'est Antoine et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Donc ma chaîne YouTube, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire avec le bouton en bas à droite de cette vidéo et en cliquant sur la cloche, tu seras mis au courant à chaque nouvelle publication pour ne rien rater. Je t'invite à liker aussi tout de suite la vidéo pour m'encourager, m'aider à les faire connaître. Dans cette vidéo, au programme, donc le résultat mes résultats de la semaine dernière au poker. Et on va parler aussi de mental, de préparation mentale, de coaching, enfin voilà, je vais expliquer un peu ce qui m'est arrivé cette semaine et ce que j'ai dû faire pour encore progresser. Et puis après derrière, comme la semaine précédente, on va regarder le plus gros pot gagné et perdu cette semaine. Allez, c'est parti. Donc les résultats ici dans cette ligne verte en gras, on voit une petite progression de la bankroll, 29,79€ cette semaine, ce qui représente 2,22% de ma bankroll totale, ce qui fait que depuis ma reprise mi-novembre, j'ai monté 421€, donc 44,40% de ma bankroll initiale. Je commence de septembre en septembre, comme je le dis toujours dans mes vidéos, mais je n'ai pas joué avant mi-novembre. Donc voilà, en un mois à peu près, si je dis pas de bêtises, oui, en un mois à peu près, en 4 semaines, voilà, j'ai fait 421€. Donc semaine pas très payante. Encore de la progression sur PMU, je suis monté à 59,32€. Unibet, 8€. Sachant que je débloque 10€ de bonus, donc je suis légèrement perdant sur Unibet cette semaine et un petit peu perdant sur Winamax. J'ai pas joué beaucoup, j'ai dû faire une seule session. Voilà, j'ai voulu refaire des heads-up, mais il y a une personne qui squattait toutes les tables en fait de heads-up en 2 et 5€, et j'ai voulu la jouer, il m'a joué un peu, et puis après il a refusé le combat. Dès que je venais, il sit out, donc j'ai laissé tomber la session heads-up. Je suis passé à autre chose, mais j'ai dû faire du go fast pour perdre un petit peu, et j'ai pas fait une grosse session. Voilà, donc semaine à 3 caves, on va dire. Je vais montrer donc PMU. On voit bien 359,32. 59,32. Je rappelle que les 300, je les ai déposés pour démarrer sur cette room. Donc, je ne les compte pas pour le moment. Unibet, on a bien 1079,74. Voilà. Et quant à Winamax, on a bien 232,74. Voilà. Pour ce qui est de... Bon, je vais quand même montrer... pour PMU, on voit que j'ai pas fait de dépôt, encore une fois. J'avais déjà eu les bonus. Il y a un petit 50 centimes qui était arrivé, je sais pas pourquoi. C'est un bonus, je sais pas d'où il sort celui-là. Et sur Unibet, voilà, j'ai pas fait de dépôt non plus depuis au moins depuis la semaine dernière. Donc ce sont bien des gains, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc semaine positive, mais très peu. Mardi, la reprise a été très compliquée. J'ai l'impression que je jouais très mal. Donc c'est la première fois que je m'arrêtais de jouer depuis que j'ai repris. Donc depuis 3 semaines. C'est la première fois que je faisais une journée off, vraiment off. En tout cas, en termes de jeu, encore une fois. Et donc ça a été un peu compliqué mardi. Mercredi et jeudi dans la journée, il n'y avait pas beaucoup de récréatifs, il n'y avait vraiment pas beaucoup de joueurs. C'était bizarre, c'était pas du tout comme d'habitude. Puis je jouais pas très bien du tout non plus. Il y a eu un peu de variance certes, mais je peux pas dire que j'ai pris une tonne de bad beats non plus. C'était surtout, en fait, c'était pas vraiment des bad beats, c'était vraiment des setups défavorables, beaucoup de mauvaises rencontres ou beaucoup de mauvais run-out. De turn river qui se déroule pas bien, où je suis obligé de folder des pots moyens déjà bien grossis. Donc j'ai perdu pas mal d'argent comme ça. Et comme sur Unibet, il n'y a pas de tracker, c'est vraiment gênant, on ne peut pas trop revoir ce qu'on fait. Donc on a juste une vague idée de ce qui s'est passé. Et moi-même là encore aujourd'hui, j'ai un peu oublié ce qui s'est passé mardi dernier, mercredi dernier. Voilà, il y a quelques pots qui me restent en tête, mais quelques coups, mais c'est... Voilà, donc... c'est vrai que là-dessus c'est pas top. Sur PMU c'est un peu mieux, je peux revoir des coups et puis j'ai mes stats. Donc j'arrive un peu à décortiquer un peu mieux ce qui se passe.
Mais j'ai pas joué pareil sur PMU et sur Nibet. Je mélange rarement les deux rooms. Donc en fait, je les joue pas au même moment. Donc j'ai peut-être été un peu poil plus focus sur PMU. Je sais pas. Pourtant, les joueurs, en temps normal, hein, les joueurs sont plus faciles, je trouve, sur Nibet. Mais bon, bref. En plus, bah, après, il n'y a pas le tracker aussi. Donc c'est vrai qu'avec le tracker, j'ai tendance à plus profiler les joueurs, donc plus précisément, et donc potentiellement faire moins d'erreurs contre eux. Et donc surtout contre les calling station, je vais pas agresser, je vais pas bluffer les calling station, contrairement à Unibet où si je sais pas, je peux me prendre les pieds dans un calling station et perdre de l'argent. Donc ça a été compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait de la pression. Enfin, j'ai senti une pression que je me mettais tout au long de la semaine. Plus la semaine avançait, plus les résultats étaient stagnants, voire très légèrement gagnants. Je suis monté à 4 caves gagnants. Et puis je suis retombé à moins une cave, un truc comme ça. Même peut-être un peu plus, je sais plus. Il y a peut-être une journée où j'ai fini à moins 15 peut-être. C'est hier où j'ai réussi à remonter à plus 30 euros. Euh, donc voilà, toute la semaine est passée. Plus j'avais de la pression, plus le seul, je l'ai toujours dit, enfin, je pense l'avoir dit déjà dans ces vidéos-là, le seul tilt qui me reste un peu, et quand je dis tilt, c'est pas, ça me fait pas perdre de l'argent, je gamble pas derrière, je crame pas d'argent derrière, mais ça me fait tilter émotionnellement quand même, je m'énerve. C'est quand je fais des grosses erreurs en fait, ça dans les gros pots quoi. Dans des erreurs que je m'en veux pas de faire une erreur où, enfin, où je l'ai pas vraiment vu, ou que c'est compliqué, ou voilà, ça je m'en veux pas. Je m'en veux des erreurs dans les gros pots que je perds quand c'est des erreurs que j'ai déjà faites par le passé, que je connais par cœur, que, enfin, il y a rien, il y a même pas à étudier la main tellement c'est évident. Et ça m'énerve, voilà. Et des fois, et ça me l'a fait plusieurs fois cette semaine, j'ai dû perdre 3 gros pots comme ça, ou peut-être même un peu plus. Je sais pas trop, mais enfin, j'en ai au moins 3 en tête. Et enfin, genre des paires d'as mal jouées, des flush draws, par exemple au 10, ou enfin, quand on n'est pas flush draw max, ni avec le roi, ni avec l'as. Je me fais raise river et all-in et je call alors qu'il y a soit un full ou soit flush max en face parce que c'est un reg, mais je call quand même. Voilà, ça m'énerve alors que c'est évident que je suis battu. Et en même temps, hier, alors du coup, si j'explique un peu, donc la semaine compliquée, hein, plus ça avance, plus je suis tendu. Euh, mais je réagis pas en fait, je continue comme ça. Il y a des nuits je dors pas bien, faut quand même dire, il y a une nuit sur deux où je dors pas bien, je sais pas, je dors pas beaucoup. Je sais que je réfléchis beaucoup, hein, je pense beaucoup poker en ce moment. Donc il y a des jours où je suis fatigué, d'autres, là aujourd'hui j'ai pas bien dormi donc je suis fatigué, ça tombe bien je joue pas donc c'est pas grave. Euh, voilà, donc il y a des journées, plus la semaine avance, plus c'est dur émotionnellement et moins j'ai envie de jouer en fait, il n'y a plus trop de plaisir. Et voilà. Donc, après, je connais mes mauvaises habitudes de fond, hein. Je me connais quand même depuis les années, donc je sais déjà un peu. Mais je réagis pas en tout cas. Et c'est dimanche où. Déjà, samedi, vendredi, samedi, je me remets à bouquiner des trucs voilà, sur le mental, sur tout ça, la prépa mentale, les choses comme ça. Et puis je me dis, bon, dimanche, je me suis dit, bon, allez, faut que je m'auto-coach en fait, faut que je fasse le taf, d'aller comprendre ce qui est en train de se passer, parce que je vais commencer à m'énerver énormément. Et à plus trop supporter, un truc qui me dérange pas en temps normal, c'est bah, la variance comme ça, un peu négative, période difficile, pas vraiment les bad 8, mais un peu quand même. Enfin, je trouve que tout ça s'additionne et commence aussi à avoir de l'impact sur moi. Donc en fait, je joue toujours pas bien. Même samedi, je crois pas que j'ai super bien joué. Même si c'était peut-être un peu mieux. Mais du coup dimanche, en enfin midi, je commence à midi et je finis en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi. Voilà, je me suis auto-coaché quoi. Donc je vais expliquer dans cette vidéo maintenant ce que j'ai fait, ça peut être utile. Euh, c'est voilà, d'aller voir à un moment donné, c'est pas toujours des problèmes techniques. Euh, En fait, ces erreurs dans les gros pots que je fais régulièrement et qui sont évidentes, c'est nul. Euh, enfin, je l'avais repéré en fait que je faisais souvent ces erreurs-là et c'est ça qui me fait tilter. C'est ce tilt d'erreur, voilà, qui m'énerve au plus haut point. Je m'en veux énormément. Euh, je me dis que
que c'est pas normal de redonner de l'argent aussi facilement, surtout en plus ça m'énerve quand c'est à des joueurs récréatifs quoi. Encore un reg, il le mérite quoi, mais enfin c'est de mon point de vue. Mais du coup, enfin ça m'énerve encore plus et je m'en veux énormément, ouais voilà, des trucs qui servent à rien en plus, qui me font que en plus me dénigrer, ça motive pas, puis ça sème le doute aussi dans ma capacité à y arriver, à monter un jour plus haut, bref, hein, c'est des choses comme ça. Et donc de me dire que voilà, c'est pas normal, que je suis pas fait pour ça, que le poker, je sais pas, j'arriverai jamais à apprendre parce que ça fait des années que je fais ces erreurs-là et ça m'énerve. Donc bref, voilà, ces erreurs-là me font vraiment... là, j'explique comme ça, mais en fait, je m'énerve, hein. Et puis voilà, ça m'atteint personnellement. Quand je pars de ma session, je reprends ma vie normale. Voilà, je suis un peu down au niveau des émotions, je suis pas au top, donc voilà. Donc voilà, ma compagne entre autres n'aime pas quand je suis comme ça non plus, donc il faut trouver une solution. Donc hier, je me suis dit, bon allez, je vais bosser là-dessus. Et en fait, pourquoi je le fais que hier? Parce qu'en fait, je crois qu'avant, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on règle pas les problématiques qu'on rencontre, tout ce qui est mental, donc quand on dit mental, c'est aussi émotionnel, hein. Si on les règle pas maintenant, quand elles surgissent en micro-limites ou quoi, ça va s'aggraver avec le temps. Plus les enjeux vont être forts et plus ça va avoir de l'impact. Et ça va devenir de plus en plus fort. En fait, avant, NL2, NL4, NL5, j'ai la branquole et les caves arrivent vite et la banquerolle monte facilement. Là, même là, ça le faisait pas jusqu'à présent. J'ai quand même 130 caves en NL10, donc j'ai pas de pression. Donc, mais c'est pas pour autant que j'ai pas ces problématiques-là. Mais je les vois pas vraiment en fait. Ça m'impacte très 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 peu. C'est très rare. Et là, cette semaine, alors soit il y a un peu le fait peut-être que je me suis lancé dans ce vlog et de dire voilà, tous les semaines je vais montrer mes résultats et peut-être que ça m'a mis un peu je me suis mis de la pression. Mais peut-être aussi que je me connais aussi et j'approche de la NL25 là. Et au fond, je me sens pas super. Enfin, je crush la NL10, mais c'est factuel. Ça fait des mois et plusieurs dizaines de milliers de mains que je joue et je gagne, donc ça monte, donc je crush la NL10. Voilà, ça c'est factuel. J'ai pas fait le vrai test sur Winamax, mais bon, pour l'instant, les seules mains que j'ai joué à NL10 sur Winamax, ça s'est bien passé. Mais il y a quand même des doutes. Voilà, il y a cette NL5 sur Winamax qui m'a posé des problèmes dernièrement. Est-ce que c'est de la variance? Est-ce que j'ai mal joué? Il y a des coups que j'ai mal joué, c'est clair. Voilà, donc il y a cette incertitude d'être est-ce que je vais avoir le niveau pour la NL25? Bon, déjà. Et le fait que j'y suis presque, en fait. Et à chaque fois, ça me fait ça, c'est que quand ma bankroll passe des paliers comme ça, j'ai toujours peur de reperdre ce que j'ai gagné. Et c'est un peu comme un trésor pour moi, ma bankroll. C'est pour ça que je respecte énormément la gestion de bankroll. C'est parce que j'ai pas envie du tout de détruire toutes ces heures de grind. Parce qu'au début, en plus, là, c'est pas super rentable. Si on ramène ça à l'heure, c'est nul, quoi. Mais on est obligé. Enfin, moi, j'ai décidé de passer par là. On n'est pas obligé, hein. On peut caver directement à 2500 € si on a les moyens. Moi, c'est mon cas, je pourrais. Et j'ai pas envie. J'ai besoin de me prouver que je bats chaque limite. Donc, même quand je bats une limite, on voit, je me mets de la pression, en fait, en vrai. Voilà, et donc je pense que là, ça arrive et que je me dis, ouais, c'est pas possible de faire ces erreurs-là en L25, ça va pas le faire, ça va pas passer. Enfin, je fais que de me dire des trucs comme ça, quoi. Et donc, je me fous de la pression en plus. Et voilà. Donc, j'arrive à ce tilt d'erreur. Alors, au début, je me rends pas compte que c'est ça, hein, mais au début, je vois juste ce tilt d'erreur. Dimanche, je me dis, putain, c'est pas possible de m'énerver parce que je fais une erreur, alors que voilà, c'est pas grave de faire une erreur, quoi. Mais ce qui m'énerve, c'est de les refaire, en fait. Voilà, c'est ça. Et il faut que je casse ce cercle vicieux. Donc au départ, moi, j'ai vite compris que comme ces pots-là, je les maîtrise, je sais en temps normal ce qu'il faut faire, dans les décisions qu'il faut prendre, mais je les prends pas forcément en temps in-game, dans la partie. Donc j'ai voulu comprendre ce qui se passait, vu que je me suis dit c'est forcément mental. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, en 1, alors déjà, je vais montrer vite fait comme ça. La première page, c'est celle-là. Donc j'ai résumé tout mon travail de hier après-midi, hein, page recto verso, sur l'auto-coaching que je me suis fait. Je garde une trace écrite. J'ai fait un brouillon d'abord, j'ai sorti en vrac en fait toute la problématique que je viens d'expliquer vite fait là. Donc je l'ai écrit en brainstorming, hein, tout ce qui me venait. Des choses annexes aussi, peut-être qui peuvent être utiles. Par exemple,
Bah, par exemple, voilà, le fait qu'en temps normal, la variance ne m'atteint pas, que les bad beats, ça m'atteint pas, et que là, j'ai senti que ça s'accumulait et que ça a commencé à avoir de l'impact aussi, donc je l'ai noté. J'ai noté donc le tilt d'erreur, j'ai noté après coup, je me suis rendu compte que ouais, je me suis mis de la pression toute la semaine. Quand je fais la rétrospective de ma semaine, j'ai bien senti cette pression qui montait, que je me mettais, ce stress qui augmentait au fur et à mesure de la semaine. Donc j'ai noté ça, j'ai dû noter d'autres trucs, hein. Ouais, la peur de dégrind, voilà ce que j'ai mis si longtemps à grinder. Euh, Enfin voilà, tous ces trucs-là, j'ai noté 4-5 points comme ça importants. Ah oui, aussi, voilà, je me suis rendu compte aussi en réfléchissant que ça fait plusieurs fois que j'en parle à ma compagne. C'est que, en plus, je connais très bien ce phénomène-là, hein. En préparation mentale, on travaille. Enfin, c'est même une problématique qui est liée à la réaction de stress. Je sentais un freeze mental. C'est quoi? C'est voilà, on est dans un gros pot, on est à la river, il y a le mec qui fait tapis, et puis on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à réfléchir, on n'a plus les idées claires et on sait pas, on est là, on peut pas prendre de décision. Donc c'est problématique parce que sans tête, on n'a pas 10 ans pour prendre une décision. Les time banks passent vite et je me suis aperçu que je perdais à chaque fois la moitié de ma time bank à me ressaisir et à commencer un début de réflexion. Et c'est ça qui m'a amené à faire ces erreurs dans ces gros pots. Donc ça, je l'ai repéré au bout d'un moment en faisant mon brainstorming, donc je l'ai noté aussi. Voilà, phénomène de freeze, tout ça. Donc dans ma tête, ça percute tout de suite, je sais exactement d'où ça vient, ce que c'est, enfin comment ça fonctionne, tout ça. J'ai étudié tout ça parfaitement et donc je connais tout ça. Donc encore une fois, je suis coach professionnel depuis 2018. J'ai été certifié en 2018 et j'ai fait une préparation pour moi avant en 2017 pour un autre domaine. Et derrière, j'ai fait la préparation mentale. J'ai fait un an aussi de recherche précise sur la réaction de stress. Qu'est-ce qui se passe en nous? Comment on peut gérer une réaction de stress? Voilà. Donc je connais tout ça parfaitement. C'est une activité professionnelle que j'exerce depuis 2018, donc je connais ça. Donc je me le suis appliqué à moi-même, tout simplement. Et donc voilà, une fois que j'ai noté toutes ces problématiques majeures un peu en vrac, j'ai synthétisé, hein, j'ai fait une synthèse de tout ça. Et puis, j'ai essayé de faire une chronologie en fait. Le tilt d'erreur étant le sommet de la pyramide, c'est ce que je voyais le plus au départ. Et après, derrière, je m'aperçois qu'en fait, avant ça, il y a le problème de freeze. Le freeze, c'est quoi? C'est du stress. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, c'est que on a donc si notre cerveau, on considère que c'est ça, hein, dans notre tête, il y a le cerveau reptilien, la base, le limbique qui est au milieu, hein, donc ça va être le pouce, qui est enfermé par le néocortex. Le néocortex, c'est ce qui nous permet de réfléchir, de mener des raisonnements. Sauf que quand on est sur des stress aigus, c'est comme si ça faisait ça. La relation entre limbique et néocortex est coupée par la réaction de stress fort. On est des êtres émotionnels et on a tendance à prendre des décisions plutôt émotionnelles. Donc en fait, on va prendre à ce moment-là des décisions purement émotionnelles et non plus rationnelles. C'est pas trop grave pour un joueur pro parce que il y a tellement de compétences techniques qui sont dans son inconscient qu'il y a quand même accès. On a accès à l'inconscient à ce moment-là. On va prendre des décisions liées à notre instinct et naturel. Et c'est ce qu'on a acquis de manière inconsciente. Le problème étant que les compétences qu'on est en train d'acquérir, qui ne sont pas encore dans l'inconscient, on n'y a plus accès à ce moment-là. Et moi, comme techniquement, j'ai pas encore tout délégué à mon inconscient, je suis encore en train d'apprendre, je viens de me remettre au poker, je viens de reprendre mes basiques, j'essaye d'apprendre, je fais encore, en plus, peut-être je connais pas tout, peut-être dans ce que je pense savoir, il y a des erreurs, il y a des trucs faux, ou partiellement mauvais, ou pas bons, donc je fais avec ce que j'ai, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas accès à tout ça. Et donc, ce qui me paraît évident en dehors de la partie, en me disant mais pourquoi j'ai pris cette décision-là, c'est tellement évident, je le sais, nanana, mais c'est juste que je pouvais pas avoir la même réflexion in-game dans le stress du gros pot que je suis en train de jouer, parce que j'ai cette relation qui est coupée. C'est physique, hein, c'est un problème qui est purement mental, mais physiquement, quoi, physiologiquement. C'est la réaction de stress qui pose problème. Donc ça, si tu le sais pas, c'est important de le savoir que ça fonctionne comme ça. Et après, quand on reprend notre calme, la relation se refait de nouveau et c'est là qu'on dit mais c'est évident, pourquoi j'ai collé à ce pot, c'est pas possible, parce qu'on n'est plus sous émotion forte, le pot est terminé, on l'a perdu
et tout nous reparaît évident parce qu'on a de nouveau... voilà. Donc après on s'en veut, on comprend pas et tout, mais en fait c'est juste que voilà, c'est une réaction... enfin on est victime de nous-mêmes en gros à ce moment-là. J'ai noté ensuite des précisions, encore une fois, voilà, j'ai essayé de mettre des précisions qui potentiellement me permettraient, qui seraient utiles pour la suite de mon coaching personnel. Donc j'ai creusé un peu autour de chaque... Enfin j'ai tiré sur... En fait quand on fait du coaching avec un client, on tire sur plein de ficelles en fait. On va chercher de l'information et on fait vraiment un brainstorming en fait. Et après derrière, on fait ressurgir le vrai sujet. Donc à partir de là, on peut savoir c'est quoi la vraie problématique. Et le but c'est d'aller le plus profond possible. Donc je répète, mon tilt d'erreur, ce n'est que la phase émergée. Les émotions que je ressens à ce moment-là, l'énervement, tout ça, c'est pas ça le problème. Ça, c'est juste les conséquences. Donc après, derrière, en dessous, donc il y avait la mauvaise prise de décision, qui est une conséquence aussi. Le freeze mental, qui est une conséquence aussi. Donc il faut encore aller chercher plus loin. Mais d'où vient ce freeze? J'ai du stress, ok. Alors donc le stress, il me vient d'où? Le stress vient quand... enfin, il y a plusieurs façons d'avoir un stress. Mais en tout cas, dans ce qui concerne là, le poker, ça va être le doute en fait. Clairement, il y a un stimuli en face, il y a une décision à prendre. Et il y a quelque part un doute en moi de prendre cette bonne décision et d'être capable d'avoir la bonne réaction ou d'avoir le niveau nécessaire à l'action que je suis en train de mener. Et donc ce doute crée de l'incertitude qui crée donc une réaction de stress. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, la pression que j'ai sentie que je me mettais sur mes résultats, sur le fait de continuer d'avancer, de gagner, de continuer à progresser la bankroll, à progresser techniquement, à me préparer à la NL25, toute cette pression, plus le fait que j'affiche maintenant publiquement mes résultats, tout ça fait que je me suis mis en plus de la pression, quoi, et du coup ça fait encore plus de stress, que je ne voyais pas avant parce que comme ça se passait bien, ça va, c'est inactif, mais pour autant c'était déjà là. Donc en fait voilà, c'était ce leak mental là, toute cette chaîne là, il faut la briser à la racine en fait. Donc j'ai fait un bilan de tout ça, très clair, j'ai noté en 3 points majeurs, voilà ce qui se passe, tac, tac, tac. Tout était déjà plus clair. Alors ensuite, l'étape importante derrière ça, c'est d'écrire, de réfléchir à ce qu'on vient de dire, et de se dire, ok, maintenant, quelle est la logique, en quoi moi je trouve tout ça logique? Puisque je fonctionne comme ça, donc c'est que c'est logique quelque part pour moi de fonctionner comme ça à un instant T. C'est la seule réponse que mon corps arrive à avoir face à ces problématiques-là, donc dans les gros pots, les grosses décisions, la pression qu'il y a autour, la peur de faire une erreur, et puis quand je fais une erreur, voilà, de m'énerver, de m'en vouloir. Donc j'ai une pression, tout ça. Et donc tout ça est logique, donc comme je viens de l'expliquer, parce que j'ai déjà fait le travail, donc voilà, c'est toute cette logique, je l'ai fait à l'envers. Donc en quoi on trouve ça logique? Il faut définir ce qu'on pense vraiment. Et donc du coup, ça, qu'est-ce que c'est? C'est notre croyance, ou les croyances que l'on a. C'est logique que je fonctionne comme ça. C'est logique, par exemple, je me suis dit au départ, c'est logique, j'ai gagné de l'argent, j'ai beaucoup travaillé, passé des heures à jouer pour gagner cet argent, et c'est normal d'avoir peur de le reperdre, quoi. C'est normal d'avoir peur de prendre une mauvaise décision, de faire des erreurs, on n'a pas envie de faire des erreurs, c'est normal, voilà. Donc tout ça, on met, voilà, ça nous fait nos croyances ou ce qu'on croit être, voilà, c'est ce qui nous amène à fonctionner comme ça. Et puis derrière, on va se demander, c'est là où on va commencer à prendre la place, voilà, du coach. On va se dire, ok, mais maintenant, alors pour t'aider, c'est une croyance, c'est comme le dessus d'une table en fait, et de se dire qu'il y a des pieds qui tiennent la table, et les pieds en fait, ça représente les piliers de notre croyance. Qu'est-ce qui soutient notre croyance? Donc c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Hein. En quoi on trouve ça logique? C'est-à-dire qu'on a une croyance, et en quoi on trouve que cette croyance est normale, elle est logique pour nous. C'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs, c'est notre croyance. D'ailleurs, souvent les gens se battent quand ils n'ont pas les mêmes croyances entre eux, ils se battent. En fait, c'est stérile parce que chacun pense qu'il a raison, c'est normal, c'est notre croyance. Elle repose sur des piliers forts. Il faut les déterminer, ces piliers, pour pouvoir aller les démonter un par un. C'est comme ça qu'on démonte une croyance. C'est en remettant en cause les piliers que l'on a pour soutenir cette croyance à l'intérieur de nous. Donc d'abord, il faut les faire émerger, ces piliers. Donc voilà, en quoi je trouve ça logique. Tac, je nomme pourquoi je trouve ça logique. Et derrière, il faut remettre en cause ces piliers. Donc pourquoi, en quoi cette logique que j'ai est-elle fausse?
Il faut se forcer à trouver en quoi ça pourrait être faux, à quel moment je me trompe dans mon raisonnement, dans ma façon de fonctionner. Okay, et donc on remet en cause sa croyance, et là il faut être le plus précis possible et il faut se creuser la tête. Je dirais que si on est seul et qu'on n'arrive pas, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un d'autre. Par exemple, dire voilà, moi j'ai telle croyance, voilà pourquoi je crois ça, tac tac tac, toi qu'est-ce que tu en penses? Donc l'idéal c'est d'aller trouver quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Et explique-moi pourquoi tu ne penses pas comme moi. Et ça peut nous aider à démonter notre croyance, voilà. Ou en tout cas à trouver des clés pour dire ah oui c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Ok? Parce que tout seul ça peut être dur ça. Mais moi au moment où je l'ai écrit ma croyance, enfin les deux, j'en avais 2 points. Au moment où je les écrivais, je savais déjà que au fond c'était faux quoi. Je le savais déjà. Donc en fait il y a une première prise de conscience hier pour moi, c'est de comprendre tout mon cheminement qui m'amène à faire ces erreurs-là et à tilter comme ça. Donc déjà, il y a un soulagement de se dire, ok, enfin je me comprends, j'ai pris le temps d'écrire, de réfléchir et de comprendre tout le cheminement. Donc du coup, ok, je m'en veux plus. Déjà, ça s'est réglé. Et après, derrière, je fais émerger la croyance qui était derrière tout ça, je la démonte en me disant, bah non, ça c'est pas logique, bah non, ça c'est pas logique, ça fonctionne comme ça. Donc en fait, voilà, je comprends mieux comment je fonctionne. Et derrière, bah, c'est naturellement quelle serait la bonne façon de réagir ou d'agir ou de penser. Voilà, c'est essayer de trouver le truc idéal maintenant qu'on a cassé notre croyance, se dire ok, mais il faut que je le remplace par quoi? Donc vu que la réalité c'est ça, quelle est la bonne façon de gérer cette situation? Il faut absolument que cette phrase ou ces 2-3 phrases qu'on va noter là, elles reprennent vraiment, elles répondent à notre clic mental qu'on a identifié. Et puis après, on va vérifier que c'est bon ce qu'on vient de faire et de dire. Donc on va aller remettre en cause ce qu'on vient juste de dire en se disant, bah, tiens, pourquoi l'étape précédente, là, ce que je viens de me dire, là, tac, 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 en quoi ça c'est vrai, en quoi c'est juste et en quoi c'est voilà, c'est ok. Donc cette nouvelle croyance finalement qu'on va adapter ou ce nouveau mode de fonctionnement ou tout ça, en quoi c'est plus adapté que ce qu'on faisait avant. Donc moi en l'occurrence c'est plus ça plutôt qu'une croyance, c'est plutôt en quoi la nouvelle façon que je vais vouloir mettre en place, elle est vraiment optimale par rapport au poker, par rapport à ces gros pots, ces grosses décisions, par rapport à la pression que je me mettais jusqu'à présent tous les jours, en quoi cette nouvelle façon de fonctionner va bien répondre à ma problématique. Je refais un bilan, parce que moi j'aime bien faire des bilans et des résumés au fur et à mesure de l'avancée d'un coaching. Donc voilà, j'ai refait un bilan. Et après derrière, donc ça c'est en fait c'est un travail de fond. Ok, ça c'est un travail pour corriger le leak mental, pour plus qu'il nous, enfin déjà ça va pas être du jour au lendemain. Faut comprendre que il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que on a des habitudes et des mauvaises habitudes. Donc là j'avais une mauvaise habitude de fonctionnement dans ce moment-là. Et en amont, puisque en fait on voit il y a de la pression et du stress inutile en amont qui fait cette réaction en chaîne. On ne remplace pas une mauvaise habitude comme ça du jour au lendemain, c'est pas un coaching qui suffit. Il faut derrière mettre des trucs en place précis pour créer une nouvelle habitude, un nouveau mode de fonctionnement. Mais c'est concret parce qu'en fait c'est des connexions neuronales qu'on a dans le cerveau, hein, physique. Et donc on a la connexion neuronale de notre mauvaise habitude, donc c'est pas là pour tout dans la vie ça. Quand on veut arrêter une mauvaise habitude, on ne peut pas l'arrêter. Il faut en créer une nouvelle, plus adaptée, et se forcer à l'utiliser. En fait, à force de l'utiliser, cette nouvelle connexion neuronale qu'on vient de créer, parce qu'on crée réellement des nouvelles connexions neuronales, par exemple à la suite de prise de conscience, tout ça, qu'on met des nouvelles choses en place dans sa vie, le coaching crée des nouvelles connexions neuronales. Il faut se forcer à l'utiliser au départ, et à force de l'utiliser, cette connexion neuronale va se renforcer, et comme on n'utilise plus la précédente qui était très forte, elle va se rétracter, elle va diminuer, se rétrécir, et on va un jour elle n'existera quasiment même plus. Donc c'est pour ça que de temps en temps au départ on peut retomber dans les anciens travers, c'est normal, parce que la connexion neuronale est plus forte que celle qu'on est en train de créer. Mais au bout d'un moment c'est comme la musculation, hein. On va entraîner celui-là et pas celui-là va se rétracter et l'autre va vraiment prendre la place, jusqu'à ce que ça devienne parfaitement inconscient et qu'on ne revient plus jamais dans nos anciens travers. Donc voilà comment on fait pour créer des nouvelles habitudes ou des nouvelles façons de fonctionner, ou voilà. Ça va être pareil, par exemple, si vous avez l'habitude de jouer en pilote automatique au poker et puis que du jour au lendemain, on veut se forcer, par exemple, à mettre tous nos adversaires systématiquement sur une range précise.
à chaque fois, à chaque coup, chercher à mettre l'adversaire sur une range. Bon, ben ça, si c'est une habitude qu'on n'a jamais eue, ben ça va mettre du temps au départ. Il va falloir se forcer à y penser, à le faire. Et au début, ça va être un effort, ça va être fatigant. Mais à force de le faire, ça va devenir automatique. Hop, et un jour, on n'aura même plus besoin d'y penser. On le fera tout le temps. On aura arrêté notre mauvaise habitude de jouer sans réfléchir là-dessus. Et on réfléchira systématiquement à ça après. Et c'est valable pour tout. Voilà, donc ça implique que à la fin, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un listing de choses à faire précises suite à ça. C'est qu'est-ce que je peux faire avant ma session pour pouvoir ne pas avoir ces problématiques-là pendant ma session, et qu'est-ce que je peux faire aussi éventuellement en dehors de ma session, voilà, pour renforcer tout ça. Bon, ben déjà, j'ai déjà tout réécrit, on le voit sur une page, double page, et j'essaie de le relire régulièrement au début, pour se remettre ça en tête. Surtout le bilan final, voilà, les choses... J'ai tiré aussi des phrases clés, 3 ou 4 phrases clés de ce que je me suis dit à la fin, pour vraiment me l'ancrer dans la tête. Et en fait, c'est des espèces de mantras, des phrases de logique qui vont à l'encontre de ma croyance ou de mon mode de fonctionnement d'avant. Okay, et au cas où, dans une session, je retombe dans mon ancien travers, il suffira que je lise... Bon, alors bien sûr, il y a d'autres étapes. Déjà, pour lutter contre une réaction de stress, il faut déjà utiliser la respiration abdominale, parce que ça permet, c'est le seul moyen qu'on a physiquement de faire le chemin inverse au niveau de la réaction de stress physique à l'intérieur de nous, parce que la réaction de stress, elle est avant tout physique déjà. Il se passe des choses physiquement à l'intérieur de nous, et le seul moyen qu'on a pour agir sur cette vanne du stress, c'est la respiration, étirer le diaphragme, faire une grosse détente en prenant une grosse respiration. Ça va nous calmer, et donc ça va peut-être potentiellement nous permettre de reconnecter notre cerveau rapidement. Derrière, si je fais une erreur, il va falloir que j'arrive à me refocus le plus rapidement possible pour continuer ma session. Donc j'ai fait une petite fiche à droite, des choses techniques, poker, que je suis en train d'essayer d'acquérir en ce moment, que je suis en train d'essayer de m'obliger à faire en ce moment pour que ça devienne des habitudes automatiques. Donc je les ai notées à droite, comme ça je les relis. Pourquoi? Parce que si j'ai plus accès à mon néocortex, parce que je suis trop dans les émotions, trop dans le stress et de ce qui vient de se passer, comme j'ai plus accès à mon cerveau, je vais pas pouvoir réfléchir, à me dire ok, refocus-toi sur ça, c'est pas possible, j'ai pas accès à mon cerveau qui réfléchit et qui est en train d'acquérir des compétences. Donc le fait de le faire sur une fiche, ça permet de l'avoir sous les yeux. Je suis capable de lire par contre, elle est là, la fiche. Donc je la vois, je le relis, c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment les trucs que je suis en train de mettre en place précisément en ce moment. Et ça me sert aussi avant de démarrer ma session de le relire. Et puis de m'évaluer à la fin de la session, tiens, à dire est-ce que j'ai bien travaillé sur ces points-là. Et puis à gauche, j'ai les fameux mantras qui peuvent me servir à tout de suite calmer si jamais voilà, j'ai envie de m'énerver parce que j'ai fait une erreur. Parce que j'en ferai toujours des erreurs, c'est de comprendre que tout le monde fait tout le temps des erreurs à son niveau. Donc c'est normal de faire des erreurs, que les erreurs, voilà, ça permet de progresser, puisque ces erreurs nous indiquent ce qu'on a encore besoin de travailler ou ce qui n'est pas encore acquis. Voilà, donc c'est ce qui permet d'avancer et de progresser, donc c'est pas du tout négatif, c'est normal d'en faire, il ne faut pas les détester, il faut au contraire les apprécier. Et voilà. Donc il y a des phrases clés pour se remettre un petit peu au calme. Il y a ce qu'on veut vraiment mettre en place et se rappeler que ce qu'il faut, ce qui compte, c'est de vraiment essayer de bien jouer à chaque fois, mais que c'est normal de faire des erreurs. Bref. Et en amont, avant la session, de diminuer cette pression que je peux me mettre. Donc il y a des mauvaises habitudes que j'ai depuis toujours, que j'essaye d'arrêter. Par exemple, de regarder le résultat pendant les sessions, de regarder la win rate pendant les sessions, parce qu'en plus, au fond, je sais que ça ne sert à rien, je sais parfaitement que les résultats à court terme ne veulent rien dire, mais pour autant, j'ai cette habitude. Donc là, j'avais fait ce tableur, c'est encore pire. Donc c'est de changer cette mauvaise habitude. Ça, clairement, voilà, c'est de vraiment arriver à créer une nouvelle habitude qui est de se complètement focus sur les tables et rien sur le résultat, qui d'ailleurs ne dépend pas de nous, donc il faut mieux se concentrer sur ce qui dépend de nous à 100%. Donc voilà, il y a des choses, voilà, on le voit, un travail de fond, et puis des trucs précis pour vraiment pouvoir agir quand ça arrive, et anticiper aussi pour éviter que ça arrive de nouveau. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça te sera utile. Si tu as des questions, si tu veux que je précise des choses, si j'ai pas été très clair, ou voilà ce que ça t'évoque, tu peux me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Je pense avoir fait le tour, de toute façon il y aura largement le temps d'en reparler, je pense, dans le futur, dans mes futures vidéos, parce que
je suis comme tout le monde. Et tôt ou tard, j'aurai encore des trucs à bosser aussi, que ce soit technique ou mental. Allez, on passe à la suite avec donc le plus gros pot gagné et le plus gros pot perdu cette semaine sur PMU. Alors donc on est sur une paire de 6 en UTG. Donc je rappelle, hein, comme je joue énormément sur Unibet jusqu'à ce que je finisse de débloquer tous les bonus que j'ai. J'ai pas de tracker, donc c'est uniquement les mains de PMU. Et du coup j'en ai moins. Du coup il n'y a pas eu 100 000 gros pots quoi. Donc c'est celui-là le plus gros. Et pareil en pot perdu, j'ai pas eu vraiment des gros pots perdus sur PMU cette semaine. Mais j'ai pas joué beaucoup de mains sur PMU. Alors, j'open paire de 6, bas de mon range. Je me fais 3 bêtes, call et fold des blindes. Donc on est sur un profil où j'ai 494 mains, donc ça commence à être intéressant, ça commence à être plus précis au niveau du profiling du joueur. Et c'est le premier 3 bêtes qui me fait dans cette position, qui est par définition un 3 bêtes strong, parce que je suis UTG, lui il est MP, donc il a une range très très tight, très fort contre moi à ce moment-là, je le sais, parce que c'est un 17-13, donc c'est quelqu'un qui joue déjà très peu de mains, qui sélectionne énormément. Il va open que 11% à cette position quand il est premier à ouvrir, et c'est la première fois qu'il 3 bet en 3 occurrences ou 4 occurrences à ce moment-là. Donc, a priori, on a toutes les raisons de croire que c'est un 3 bet très fort. Après, derrière, bon, on n'est pas étonné, ce joueur qui est à la fois loose et à la fois passif post-flop, mais à profil assez calling station, qui va largement payer les relances. Donc, on n'est pas super étonné qu'il call un 3 bet. Il a une range pocket pair. Et quand je dis pocket pair, ça peut aller jusqu'aux dames. Il va pas 3 bet. On l'a jamais vu 3 bet en 143 mains. Donc peut-être les rois, les as quand même, il aurait 4 bêtes, mais bon voilà, ça peut jusqu'aux dames je pense, donc toutes les paires, des connecteurs suités, des Broadway, des as X suités, il peut call, voilà, il va call beaucoup de choses. Donc je vais évidemment call, j'ai une bonne cote, même hors d'opposition, et avec une paire de 6 quand on fait un brelan, on veut être face à une range forte, c'est le cas ici avec ce joueur. Vu qu'on a deux joueurs, on a potentiellement plus de chances de rentabiliser quand on fait brelan, donc on a vraiment toutes les raisons du monde de payer. Il se trouve que je fais brelan de 6 au flop sur un flop très sec, 6-3-2, il y a très peu de tirages qui touchent nos ranges, il n'y a pas de tirage couleur non plus. Tout le monde check. On n'est pas trop étonné parce que si par exemple il a paire de dames et plus, ou paire de roi, paire d'as, il va pas forcément, il a pas peur de ce board et puis il a peut-être peur de nous perdre et puis il peut peut-être penser que le récréatif, nous voyant checker tous les deux, peut décider de bluffer, bien qu'il soit pas agressif, mais bon, je sais pas trop à quel niveau il est lui de réflexion. Et puis s'il a As-Roi, As-Roi suité, il n'a pas vraiment envie de ses bêtes ici, voilà, donc c'est assez logique. Je décide de encore check sur ce 8 de carreau parce que j'estime que maintenant, si l'un des deux a une overpair, il va la miser ici parce qu'ils auront peur du tirage quinte, qui en fait n'en est pas avoir peur, mais en tout cas du tirage flush, qui est probable. Donc c'est le cas, il mise. Le récréatif call. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, c'est qu'a priori, on n'est pas sur une paire d'as, une paire de rois, c'est ce que je pense au départ, parce que le sizing est petit, il fait un tiers pot, donc on aurait plutôt penser que As-As, Roi-Roi bêtera plus du demi-pot ici, genre 2 tiers pot, 70%, chose comme ça. En tout cas entre 55% et 70-75% du pot, je pense. Et donc je le mets plus sur un As-Roi de carreau ou voilà, enfin je vois pas grand chose d'autre chez l'adversaire ici. Ou alors ça serait, je le vois pas me 3 bet paire de valet, je le vois même pas, je suis même pas sûr qu'il 3 bet paire de dames.
Donc voilà, parce que ça pourrait être une paire de dames qui veut miser, mais bon, et pas trop sûr, mais c'est un peu bizarre son sizing. Donc c'est plus As-3 pour moi, avec genre flush draw. Mais même ça, est-ce qu'il mettrait pas plus cher? Bon, bref, c'est vraiment bizarre. Et quant au call ici, ça peut être. En fait, ici, il a jamais. Le récréatif, ici, il a jamais brelan. Il a jamais double paire. Parce que tout ça, en fait, il va relancer. Tout de suite, même cher, voire tapis, voire. Voilà, il va raise très cher. Donc en fait, ici, il nous fait pas du tout peur, lui. Donc ça peut être aussi. Je sais pas moi. Ça peut être un tirage quinte et flush, genre As-4, As-5 suité à carreau. Ça peut être. Il a call un As-3 suité, As-2 suité, il a touché, il continue. S'il peut être un 8, un random 8. Voilà, des trucs comme ça. Enfin bref, il n'y a pas grand chose. Alors moi, je décide de faire tapis tout de suite parce que. J'ai deux joueurs en fait qui sont de base calling station mais c'est pas les mêmes profils. Enfin, faut comprendre que ils ont quasiment le même taux de showdown quand ils ont vu le flop, 30%, ce qui est plutôt CS quand même. Enfin, c'est assez élevé. C'est pas non plus fou, mais c'est assez élevé. Mais c'est pas les mêmes joueurs en fait. Lui, il est très très tight. En fait, il joue très 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 peu de mains. Et c'est pour ça en fait qu'il va beaucoup call flop turn reverse parce que souvent il a des mains fortes en fait. Il veut pas les lâcher. Alors que lui, c'est un calling station mais lose. Il a plein de mains différentes, de forces différentes, mais il les lâche pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes ranges en fait. Et puis bon, encore une fois, lui il nous a 3 bêtes dans ces positions là, donc il a une range très forte. Et comme de base il peut pas lâcher ses grosses mains, il n'arrive pas à les lâcher. Je le sais parce que je le connais ce joueur maintenant. Ça fait 500 mains qu'on joue ensemble. Je vois son pseudo à chaque fois que je joue. Ça y est, je l'ai repéré, j'ai des notes sur lui. Il lâche pas. Il lâche pas ses grosses mains. Il peut pas. Il en joue tellement peu que. Et encore, ça va, il est pas nit de chez nit, mais quand même. Donc, je décide de tout mettre maintenant parce que je décide que voilà, s'il a As-Roi de carreau, il va payer. S'il a les As, les Rois, il va payer. Alors que moi, ici, enfin, je veux dire, j'ai tout le temps brelan, quoi. Je, je- je suis un peu grillé sur ce que je fais, mais je le fais parce que je suis face à deux joueurs que je sais qu'il y en a un des deux qui va me payer s'il a le moindre truc sur ce board. Donc je me prends pas la tête, c'était un peu bourrin. Bon, en fait, déjà, si je veux relancer, ne serait-ce que relancer pot, bah, ça veut dire 2,85 plus 0,92. Ça veut dire qu'il faut relancer 3,77 plus mes 0,92. C'est-à-dire qu'il faut relancer 4,69 quoi. Il me reste 12,95, donc après il me resterait 8. Ça ferait un petit peu plus de demi-pot. Donc j'aurais pu faire pot ici, mais après j'ai peur que river, ça bloque l'action. Par exemple, s'il y a un carreau qui sort, s'il y a un 9, un 10, un 7, un As, un Roi, enfin tout ça, j'ai l'impression que ça va un peu, je sais pas, ça peut bloquer l'action. Donc je préfère mettre l'argent tout de suite au milieu. Parce que lui, quand il collicite, enfin, il a quand même quelque chose, quoi. Donc potentiellement, il peut payer. Et puis lui, je sais qu'il a une range très forte. Bon. Du coup, je suis payé par le joueur qui a la range la plus forte. Et du coup, le récréatif s'en va. Donc on a un pot assez gros à 220 BB. Le 9 tombe river. Et il nous show les As. Donc voilà, je comprends toujours pas, en fait, trop son sizing au flop. Enfin, au turn, je veux dire. Parce que pour moi, en fait, ici, il aurait bet plus cher. Et puis aussi, ce qui aurait pu vraiment le faire folder, au-delà du fait qu'ici c'est un peu grillé que j'ai brelan, c'est qu'en fait il a l'as de carreau, donc en fait il va bloquer les bluffs. Parce que je vais jamais me retrouver ici à. Bah, il me reste que roi-dame de carreau, quoi, que je vais bluffer. J'ai plus d'as-roi et d'as-dame carreau en fait, puisque c'est lui qui bloque l'as. Donc en fait j'ai largement moins de bluffs. Si jamais j'en avais, j'en ai presque plus, il me reste plus qu'une seule main, un combo. J'ai rien d'autre ici, j'ai jamais 7 et 9 de carreau, j'ai jamais 9 et 10 de carreau.
Enfin, 9 et 10 de carreau, ça pourrait être possible, mais je vais pas le jouer vraiment comme ça. Je vais pas faire tapis, enfin, je pense pas. Waouh, ça serait peut-être la deuxième main, je veux dire. Enfin, je veux dire, il y a que deux mains, quoi. Donc, j'ai jamais 4 et 5, j'ai jamais. Voilà. Donc en fait, il bloque mes meilleurs bluffs qui vont être As-Roi et As-Dame suité. Donc en fait, il me reste énormément de brelans. J'ai tous les brelans ici, donc je peux avoir brelan de 8, brelan de 6 très souvent. S'il le sait pas, mais bon, moi je joue pas paire de 2, paire de 3 à cette position, donc j'aurai jamais brelan de 2, brelan de 3, mais bon, lui il le sait pas. Puis de toute façon, il réfléchit peut-être même pas à ce que je peux avoir. Voilà, donc c'était pour parler un peu de son call. On voit la rack énorme, 1,47€. Bref. On va aller voir maintenant le plus gros pot perdu de la semaine. Alors, on est sur cette paire de 9 au bouton, on est sur une autre table, toujours sur PMU, donc encore une fois, pas énormément de mains, j'ai pas perdu de gros pots énormes cette semaine, donc voilà, c'est le plus gros pot en tout cas de la semaine. J'open et je me fais 3 bêtes par un joueur qui... bon, j'ai que 27 mains contre lui, pour l'instant il est 19-15, donc bon, il est standard, hein, il est tight. Tight agressif, voilà, donc même la stat de 3 bêtes va rien vouloir dire, on n'a pas beaucoup de mains. Pour l'instant, il va à 67% au showdown, donc c'est beaucoup, mais encore une fois, ça c'est une stat qui met beaucoup de temps à être juste. Peut-être le 1,5 d'aggression factor post-flop et commence à voilà, peut-être refléter, mais encore une fois, il va bouger aussi. Donc 27 mains, franchement, le tracker, on peut un peu oublier. Donc du coup, on a une range de 3 bêtes, bouton, big blind bouton. La paire de 9 c'est ok pour call, il nous fait un sizing. En plus il nous fait un sizing qui est pas bon parce que normalement il est censé au moins mettre un 10 ici, voire même un 20 x 4. Oui, 9, 10, 11, 12, voilà, un 20, voilà, au moins x 4. Là il fait un sizing comme s'il était en position, donc en fait j'ai encore plus la cote pour payer. Donc, voilà, je fais mon brelan sur un board monocolore et il décide de ses bêtes. Alors là c'est pareil, toujours pareil, il faut vraiment regarder les sizings. Et ici, se dire que c'est bizarre de miser pas cher. Ok, on a envie de miser pas cher ici, voilà, quand on a une flush, une bonne flush. Quand on a une moyenne flush ou une petite flush, on a envie de miser cher parce que on n'a pas envie qu'un autre cœur arrive pour qu'un as ou une dame fasse une meilleure flush que nous. Donc déjà, ce qui me fait dire que si la flush, il la flush avec l'as ou la dame en gros. Et il peut aussi décider de ses bêtes, un roi, mais il n'est pas sûr d'avoir la meilleure main, mais il veut quand même bet, il veut pas laisser l'agression. Donc il bête un peu, mais pas cher. Voilà ce que je pense à ce moment-là. Donc je colle mon brelan. Et je décide de viser à la turn. Et la turn, bah, il fait tapis. Donc ça change un peu les plans. Enfin, ça change un peu, pas les plans, mais en tout cas la vision que j'ai des mains potentielles qu'il a, puisque pour moi ici, s'il a, comme je le pense, c'est-à-dire quand on fait un petit sizing comme ça au flop, c'est qu'on a une bonne flush, on fait pas tapis ici, quoi. En fait, il lui suffit juste de faire demi-pot, ça fait genre 1,50, 1,75, plus si je colle 2, 3 et quelques, ça fera 6. Il lui restera 3, même pas 3. Il lui restera 2,80, un truc comme ça. Bon bref, je fais à la louche, mais en gros, il lui restera un demi PSB river, même pas. Donc c'est vraiment pas dur de me mettre à tapis river quand on a une super flush ici. Il a pas envie que je m'en aille, il a pas envie de me faire peur. Il va jamais faire ça avec une grosse flush ici. Donc déjà, je peux exclure les grosses flushs. Tout à l'heure, je l'ai dit, s'il a une middle flush, une moyenne flush, un truc pas, il a les cœurs mais pas très élevés, il va pas faire tapis ici puisqu'il aura peur que moi j'ai une meilleure flush, quoi. Donc éventuellement, parce que bon, des fois j'ai quand même, enfin j'ai appris après en même temps, il a call, il a 3 bêtes, je veux dire. Bon, alors je sais pas trop sur son profil, mais je le vois pas trop me 3 bêtes, hein. De toute façon il a même quoi, il a valet dame de cœur. Est-ce qu'il va me 3 bêtes valet dame de cœur? J'y crois pas, il va plutôt call préflop. Qu'est-ce qu'il lui reste? As valet de cœur, mais on l'a dit, il a pas de high flush quand il fait ça. Qu'en fait pour moi il n'y a plus de flush en fait là.
il a plus couleur, il se trahit par son sizing ici. Donc en fait, s'il lui restait des rois, c'était quoi? C'était à la limite roi-valet. Mais là encore, roi-valet, il va pas faire tapis. Parce que je l'ai payé au flop, donc il va avoir peur que moi j'ai couleur. Donc au pire, il va miser, encore une fois, demi-pot, parce qu'il sait pas trop. Et puis il va folder si je le sur-relance. Mais il va pas faire tapis. Donc en fait, pour moi ici, s'il a brelan de roi, pareil, il aurait pu me 3-bet les rois, il aurait pu miser petit, voilà, pour faire grossir un peu le pot, mais pas trop, machin, flop, mais il fait pas tapis turn quand je le paye. Donc pareil, s'il a brelan de valet maintenant, voilà, il fait pas ça, il fait pas tout ça. Donc en fait, pour moi ici, bah, c'est un bluff, quoi, mais peut-être un semi-bluff, quoi. Il a peut-être quelque chose quand même, genre déjà avec un cœur derrière, mais je vois pas trop quoi en fait. Euh, Mais ça représente une line de bluff, quoi. Donc en fait, c'est signe de call. Je vois vraiment rien sur ses mains, sur sa range. Bon, après, quand on voit le 10 ici, on n'est pas super content parce que même une dame maintenant fait quinte. Et il se trouve que voilà, il avait une paire de 6 qu'il a décidé de me 3 bet pré-flop. Et d'ailleurs, j'ai pas pris la note, il faut que je prenne la note de ce coup. Il a décidé de me 3 bet pré-flop et bluffer son cœur en pensant me faire folder, parce que déjà il y a un roi, il y a 3 cœurs, donc souvent je vais folder, je vais give up ce qui n'a pas touché. Ce qui est vrai, si je touche pas le brelan là, je ne veux pas trop m'accrocher à ce board là, donc voyant qu'il n'a pas réussi et que turn, il y a encore une carte assez élevée qui sort, voilà, il me fait tapis en pensant me faire folder, mais en fait il représente rien quand il fait ça. Bon après il a eu ses 18%. Je crois que c'est ça qu'il doit avoir. Ah oui, après il y a les 6 aussi. Si on fait ça, il avait 18%, voilà. 18% turn, il a touché son. Donc c'est un bad beat, mais bon, il n'était pas KV max, il avait une demi-cave à 5 euros, donc c'est pas grave. Donc c'est le plus gros pot que j'ai perdu cette semaine, en tout cas sur PMU. Mais ouais, je pense pas avoir fait d'erreur hein, par rapport à sa range, sans être résultat orienté sur sa main là. Voilà, si tu as quelque chose pareil à me dire ce que tu penses sur ces deux coups, n'hésite pas en commentaire, n'hésite pas aussi à liker, je t'encourage à liker la vidéo avant de partir et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Anton pour Poker et Stratégie, je te donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain suivi de mes résultats et de ce qui m'arrive au table de poker. Et sinon, voilà, dans la semaine, des vidéos encore sur ce que je joue sur toutes ces tables de micro-limites. Je te dis à bientôt, salut!